Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 22 avril 2022. Au sommaire ce soir. Clap de fin pour de nombreuses stations de sport d'hiver dans nos départements. Après une saison en dents de scie, les professionnels du monde de la montagne font le point et dressent un premier bilan contrasté de cette saison d'après. Les précisions dans cette édition. Et puis le journaliste Edoui Plenel était à Ugine ce jeudi soir. Le cofondateur du site Mediapart a assisté à la projection du film Média Crash qui a tué le débat public. Un documentaire qui interroge sur la liberté et l'indépendance de la presse. Nous l'entendrons dans ce journal. Quelques heures seulement avant la fermeture de son domaine skiable, la station de Méribel se prépare à son hibernation d'intersaison. Car si on peut encore apercevoir ça et là quelques touristes sur les pistes ou dans le village, une grande partie des commerces s'apprête à fermer pour quelques mois. Là, on est dans les nettoyages des derniers retours et puis on a plié les magasins. Nous, ce magasin il est fermé l'été. Et voilà, on fignole toutes les dernières choses, on clean pour que ce soit prêt pour l'hiver prochain. Le mois de mai va être tranquille. On va se reposer un peu. Mais sinon, psychologiquement, ça va. Je sais pas. On a fait quand même une belle saison, on a bien travaillé aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, cet hiver. Plus que ce à quoi on s'attendait. Et dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Si la saison s'achève, les premiers bilans restent toutefois mitigés. Avec 48% de la clientèle venant directement du Royaume-Uni, Méribel et ses commerçants ont dû conjuguer business et aléas politiques et sanitaires. On arrive à un équilibre. Ça a été une saison qui a été vraiment en dents de scie. Il y a eu des temps forts, il y a eu des périodes très creuses. Donc on espère surtout qu'à l'avenir on puisse reprendre tous une vie un peu plus normale, de façon à ce que l'aventure continue. Pourtant, il est certains domaines qui, bien loin d'avoir été touchés par la crise, connaissent une réelle croissance de leur activité. C'est notamment le cas des sociétés immobilières pour qui le travail continue, quelle que soit la saison. L'activité immobilière, c'est toute l'année à Méribel. Donc on va rencontrer nos clients essentiellement en période hivernale et estivale. Et après, il y a le suivi des dossiers en intersaison. Et puis également, on va rencontrer nos clients pour des sujets très spécifiques pendant les périodes de fermeture de la station. Le marché de l'immobilier se porte très bien, notamment à Méribel. On a eu un nombre de transactions plus élevé même que pendant la période, avant la période Covid. Et je tiens à préciser que celui-ci s'était bien maintenu pendant la période Covid également. Au terme de cet hiver, si les avis sont partagés, le bilan reste toutefois positif dans les stations françaises. Bien qu'encore impactées par la crise sanitaire, de nombreuses destinations ont retrouvé leur public, renouant avec le modèle économique bien connu, une tendance qui rassure aujourd'hui de nombreux acteurs dans les domaines skiables. C'est une première en France. Après le plan pêche il y a quelques jours, le département de la Haute-Savoie a présenté son plan chasse pour les 5 années à venir. L'objectif, préserver la richesse écologique et paysagère, mais aussi sa biodiversité. Grâce à l'acquisition de terrains propres au département, la collectivité veut permettre à la faune sauvage de circuler librement et se reposer loin de l'activité humaine. Quelque part, s'ils ne sont pas reposés, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc à terme, ça réduit le nombre d'espèces dans les catégories concernées. Et du coup, soit certains restent, mais je dirais que le nombre diminue, soit certains vont partir. Et c'est un point qui est important. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut former les gens parce qu'ils ne le savent pas. Puisque spontanément, la personne, elle pensait bien faire en disant je dérange personne, je cours tout seul la nuit avec ma frontale, mais tout va bien. Et on se rend compte dans des massifs comme le plateau des Glières, etc., où il y a des contrôles des populations sauvages, on se rend compte que 24 heures sur 24, des gens courent, des gens roulent, etc. Donc il faut que la nature puisse se reposer à un moment donné pour se reconstruire et se régénérer. Donc je pense que c'est un point important. En préservant ces quelques zones de tranquillité, appelées corridors biologiques, le département espère épargner la faune de l'activité humaine. Il va néanmoins continuer à suivre son évolution à travers des missions de comptage. Et pour cette mandature, ce sont les chasseurs qui vont évaluer la population du loup sans le concours des associations environnementales. Nous, on a proposé aux fédérations environnementales, FNE et LPO de participer avec nous. Pour le moment, on ne les voit pas. Donc le débat est ouvert. Moi, je leur ai dit lors d'une réunion préfectorale, on ne doit pas avoir peur de la vérité. Si on se trompe, on admettra qu'on s'est trompé. Si c'est l'inverse, il faut aussi qu'ils admettent. On a mis les moyens aujourd'hui
pour avoir un comptage le plus juste possible dans le département. Après, ce n'est pas nous qui déciderons, mais simplement, moi, si on dit 20% de 60 ou 20% de 20, c'est quand même pas la même chose. Ce dossier hautement sensible en Haute-Savoie va permettre enfin de trancher la question du nombre de loups sur le territoire et de définir une politique pour maîtriser son développement. Le département souhaite apaiser les tensions entre le monde agricole, les chasseurs et les associations environnementales. Aujourd'hui, il y a un désaccord sur le nombre de loups. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le nombre de loups, les gens ne peuvent pas se parler. Donc on a mis les moyens pour qu'on se mette d'accord sur le nombre de loups. Et une fois qu'ils seront d'accord sur le nombre de loups, je pense que tout le monde acceptera mieux la politique qui sera mise en place par le préfet de la Haute-Savoie. Pour cette année, une enveloppe de 170 000 € est allouée à ce comptage. Le département va financer tout un équipement composé de longues vues, caméras thermiques et de pièges photos pour réaliser cette mission. Si ce plan fonctionne, il pourrait être un modèle pour d'autres départements. Je vous le disais en titre, Edoui Plenel était de passage à Ugine ce jeudi. Le journaliste était présent pour la projection du film Média Crash qui a tué le débat public, pour évoquer la liberté et l'indépendance de la presse. Dans ce film documentaire, les réalisateurs dénoncent le quasi-monopole de l'information. En effet, en France, 9 milliardaires détiennent plus de 90% des grands médias. Lucas Ruche et Manon Toiti ont pu rencontrer le cofondateur du site d'information Mediapart avant la projection. On l'écoute. La démocratie, c'est un bien commun. Et si la démocratie est de faible intensité, si les pouvoirs ne sont pas contrôlés par des contre-pouvoirs, s'il n'y a pas une séparation des pouvoirs, s'il n'y a pas une justice indépendante, s'il n'y a pas une exigence de vertu auprès du personnel politique, c'est de notre faute. On a la démocratie qu'on mérite. On a la presse qu'on mérite. On a les médias qu'on mérite. Et donc, mon alerte depuis très longtemps, et c'est ce qu'a porté Mediapart, et c'est ce que porte ce film, c'est qu'on doit être préoccupé en France de notre faible vigilance démocratique, de notre faible exigence démocratique. Et au cœur de ça, il y a ce pouvoir présidentiel qui est tout à fait spécifique à la France. Nous ne sommes pas une république, nous sommes une monarchie élective. Le président a des pouvoirs immenses, la volonté d'un seul confisque le pouvoir de tous, et tout ça crée une forme de désespérance, de ressentiment. J'aimerais bien qu'un jour ou l'autre, on arrive à en sortir collectivement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique cuisine en compagnie de mon acolyte Ariane Schmitt alias Fenouil. Bonjour. Bonjour Seb. Bonjour Ariane, merci de nous recevoir pour une nouvelle recette. On va cuisiner aujourd'hui quelque chose que les enfants n'aiment pas trop. Exactement. Moi personnellement j'adore, mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs. Ouais. Donc on a des épinards, c'est la pleine saison là en ce moment, donc c'est assez chouette. Et c'est un légume comme tu dis qu'en général les enfants n'aiment pas. Moi j'ai toujours aimé ça quand j'étais gamine, mais voilà. Donc aujourd'hui on les cuisine frais et j'avais envie qu'on fasse, j'ai 3 petites idées à vous partager. La première c'est qu'on peut faire avec des pancakes. Des pancakes salés, voilà. Original. Tu mets dans ta pâte tes épinards que tu auras fait un peu revenir avant et ça te fait des pancakes verts. Donc ça peut être sympa. Après, assez classiquement, la soupe d'épinards. Moi, j'adore ça, avec un petit peu de pommes de terre, un petit peu d'ail. Très simple et très bon. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une recette avec des épinards crus, parce que bon, voilà, on peut aussi les manger crus. Et un truc important à savoir aussi quand on veut les manger cuits, c'est que ça réduit vraiment beaucoup. Voilà, donc il faut compter 400-500 grammes par personne. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va faire. Aujourd'hui, on fait un pesto d'épinards, tout simplement. Voilà, donc c'est une valeur sûre. Valeur sûre. Bien avec des pâtes ou en accompagnement. Voilà, qu'on peut faire aussi avec des fans de radis en ce moment, avec de l'ail des ours, avec plein de choses. Et donc l'épinard, je trouve ça assez chouette. Donc côté ingrédients, c'est assez simple. Très simple. Des épinards. Des épinards, un peu de parmesan, quelques noisettes. On peut mettre aussi des graines de tournesol, on peut mettre des amandes selon ce qu'on préfère. De la bonne huile d'olive et avec ou sans ail. Moi j'adore l'ail, donc on peut en mettre à la volonté. Voilà. Bah écoute, on va commencer par ça. Et puis moi je mets les épluches-l'ail tout simplement. Épluches-l'ail. Les épinards, selon comment tu les achètes aussi, ils ont ou pas une grosse nervure. Tu vois, ceux-là, c'est pas fou, donc j'enlève un petit peu, mais tu vois, les autres feuilles, elles sont pas mal. Elles n'ont pas besoin d'être équeutées. Alors petite précision, là on utilise un robot, si on n'en a pas, on a soit cet outil-là, ce robot manuel, ou alors en blender. Voilà, exactement. Normalement, avec un extracteur de maille. Ça devrait le faire, exactement. Donc la petite gousse d'ail, je te donne le... Hop. Presse-ail. Je te laisse mettre direct dedans. Directement. Ouais. Dedans. Après les quantités, c'est un peu au feeling. Hein. Et tu as le couteau pour racler.
Comment ça t'est venu cette idée recette? Parce que j'adore les pestos. Et en fait, j'en ai beaucoup fait avec du basique, mais c'est pas toujours la saison du basique. Donc voilà, je trouve que c'est sympa avec tout ce qui est un peu vert. Moi j'avais essayé une fois pesto coriandre. J'adore la coriandre. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. C'était bon? Ouais, très bien. Cool. Ça va. Cool. Donc là on a rajouté les noisettes, les épinards, l'ail. Et tiens, je te laisse couper un petit morceau de parmesan. On va le taille, couper. Ouais, là c'est pas mal. Comme ça? Ouais. Et tu peux l'émietter un petit peu. Je vais mettre de l'huile d'olive. Hop, ça je te disais, c'est de l'huile d'olive de chez mes parents. Donc forcément elle est bonne. Et après, il n'y a plus qu'à donner un petit tour. On peut mettre du sel, mais comme le parmesan est quand même déjà salé, je préfère qu'on n'en mette pas. Et puis on en rajoute après. On goûtera. Voilà, et c'est un truc assez sympa aussi à faire pour tout ce qui est apéro. Voilà, apérinatoire, ça va être la saison là bientôt. Exactement. Au bord du lac quand il fera c'est ce que j'allais dire. beau et chaud. Et qu'on n'a pas envie d'être en mode saucisson chips tout le temps. Bah voilà, on ramène un petit pesto, ça prend 3 minutes. Je lance. Peut-être que je racle un petit coup. Oh, il est déjà pas mal. L'avantage de ces robots, c'est que c'est assez efficace, oui. assez rapide. Voilà. Je sais pas si tu veux voir. Je vais remettre un petit coup. Je pense qu'on est pas mal. Moi, j'aime bien les pestos quand il reste un petit peu de croquant ou de matière. Je vais pas aller jusqu'à faire un truc hyper lisse. Ça se ressent pas à la caméra, mais ça sent bien très bon. Ça sent très bon. Et voilà. L'avantage, c'est une recette super facile à faire. 3 minutes chrono. Super facile à faire. Et si tu veux prendre, regarde derrière, j'ai fait un petit exemple. Comment on appelle ça? Suggestion de présentation. Et là, tu as les petits légumes que tu peux manger avec. Pesto, épinards. Hop, ça. Donc là, on a du radis noir. Ouais. Céleri branche, de la carotte. Exactement. Et on peut prendre du chou-fleur, du concombre quand ce sera la saison, enfin tout. Voilà, vous avez vu cette recette très très simple, pesto d'épinards. Je rappelle d'ailleurs que toutes tes recettes sont disponibles sur ton site internet. Ouais. Et il y a quelques nouveautés que tu souhaitais annoncer à nos chers téléspectateurs. Je te laisse dérouler. Ouais, donc j'ai commencé à lancer des ateliers pour des entreprises. Donc team building, cohésion d'équipe. Voilà, c'est un peu le moment où ça fait 2 ans que les gens ne se sont pas vus et ils ont envie de faire des trucs sympas ensemble. Donc je propose des ateliers dans ce cadre-là pour mettre un peu de passer des moments sympas autour d'une thématique qui parle normalement à tout le monde. Merci. La cuisine. Merci beaucoup. On va goûter, allez, on va goûter. Ouais. Tiens, cool. On va goûter. Merci. Je vais goûter céleri. Et on vous dit à très très vite sur les antennes de 8 Mont Blanc pour une nouvelle recette avec Fenouil. À bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Et n'oubliez pas notre soirée spéciale consacrée au second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche à partir de 19h50.